Donc, vous pouvez, euh, passer à la suivante, s'il vous plaît. C'était juste pour vous présenter donc la couverture de livre. Là, j'ai mis ça, mais vu que tout le monde connaît un peu, c'est un peu un petit rappel pour ceux qui auraient oublié, pour ceux qui ne connaissent pas, mais d'après l'avoir beaucoup dans le cadre de cette émission. Voilà, donc image suivante. Donc j'ai choisi pour démarrer la réunion trois phases de l'art celte. Donc la première, là, ce sont des médailles, des médailles, pardon, des, des monnaies du deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ. Au milieu, c'est une statuette de l'époque gallo-romaine. Et pour la fin, c'est donc l'apothéose, ce que j'ai appelé l'apothéose de l'art celto-chrétien. Donc, c'est un extrait du livre enluminé de Kels qui date du 8e siècle après Jésus-Christ. Donc, jusqu'au début du 20e siècle, non, c'est bon, on peut laisser la photo, retourner en arrière, s'il vous plaît. Jusqu'au début du 20e siècle, notre ère, l'art celte était méconnu, voire complètement ignoré. L'art gréco-romain et la peinture académique régnaient en maître. Il avait bien les numismates qui s'intéressaient aux monnaies gauloises, mais comme les premières monnaies gauloises s'inspiraient des monnaies grecques, elles ont été alors considérées par certaines élites comme de pâles et grossières imitations. Il a fallu attendre l'arrivée des cubistes qui s'y ont trouvé un vif intérêt et qui se sont inspirés, même, non, on le dit, enfin, on n'est pas sûr que Picasso serait inspiré des monnaies gauloises. Ici, par exemple, ça a beaucoup intéressé les peintres donc de cubistes. Ici, on peut voir cette monnaie un visage stylisé. Ici, vous avez donc la coiffure. Ici, le sourcil qui se prolonge par l'arête du nez, la bouche et, le croissant qui symbolise la joue. À ce propos des monnaies, toujours à ce propos de ces monnaies, en 1029, l'écrivain Georges Bataille, de la revue Documents, écrivait: leur manière d'altérer la forme du cheval envisagée dans sa maturité est une expression des plus accomplies. Là, on peut voir justement un cheval avec ses jambes arrière, ici ses jambes avant, et au-dessus, on retrouve la roue solaire pratiquement associée pratiquement toujours à un cheval. Et pour illustrer donc, cette fameuse danseuse, elle est choisie pour illustrer un catalogue d'une exposition en 1955. André Breton, à la tête d'un collectif, organise une exposition à Paris intitulée La pérennité de l'art gaulois, exposition qui connaîtra avec succès. Alors, la facture de cette statuette montre à elle seule toute la modernité et le génie de l'art celte. Et concernant l'enluminure, c'est grâce à cette enluminure qui montre l'apothéose, que j'ai dit tout à l'heure, de l'art celto-chrétien, livre grâce auquel j'ai découvert l'art celte dans les années 70, qui ont été marqués par la renaissance de la culture bretonne et celtique. Image suivante, s'il vous plaît. Suivante. Donc, comme vous le savez, l'art celte a été découpé en deux périodes. Donc, l'art de l'époque d'Achat de 800 à 450. Et si on résume à l'extrême, l'art de Hallstatt est composé de lignes droites. Par contre, de l'Athènes qui va lui suivre à partir de 450 est composé essentiellement de courbes. Donc là, j'ai choisi une urne à décor géométrique. Parmi ce décor géométrique, on peut voir un chariot à quatre roues tiré par deux chevaux stylisés, chariot qu'on retrouvera 2 siècles plus tard dans les tombes dites princières. Là, à côté d'une grande coupe à décor géométrique, moi je trouve très très moderne, qui pourrait encore figurer aujourd'hui. Et parmi tous ces motifs géométriques, toujours, on trouve ici un oiseau, le bec, le corps, les pattes et la queue. Ici, un petit bonhomme, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et donc, parmi les motifs géométriques, il y a toujours quelques figurations très stylisées. Image suivante, s'il vous plaît. Suivante. Donc, j'ai dit que c'était que des lignes droites, mais c'est pas vrai qu'ils savaient faire des courbes pour faire leur collier.
Et à côté, donc, c'est les parures féminines en bronze qui doivent être pas évidentes à porter, ça doit être assez lourd. Donc, on retrouve toujours les mêmes motifs géométriques, même dans les points de loc. Là, c'est une autre ceinture féminine. Pareil, toujours les motifs géométriques. Par contre, là, ils ont utilisé des points de loc en forme de cercle avec des rayons. Il y a 7 rayons, 8 rayons. Certainement qu'il y avait une signification très précise mais qu'on ne connaît pas. Image suivante. Image suivante. Donc là, on passe à l'art de l'Athènes. Comme j'ai dit, c'était un art tout en courbe. Et les Celtes savaient manier le compas avec une certaine dextérité. Là, c'est un dessin d'un décor d'intérieur d'une écuelle en céramique qui a été réalisé au compas, toute une suite de S enchaînés. Donc, ils savaient réussir à décomposer les cercles en plusieurs parties égales. En dessous, toujours pareil, un décor là, de bronze réalisé au compas. Au milieu, on peut trouver un triskel. Triskel, c'est un motif à trois courbes, trois jambes. Et on retrouve ici toujours dès le début de l'Athènes des motifs en forme de feuilles de gui qu'on retrouvera souvent dans l'art celte. Ici, un autre exemple d'un disque en bronze. Ce qui est intéressant dans ce disque, c'est qu'on retrouve 4 visages très stylisés, visages qu'on retrouve souvent dans l'art celte, souvent dissimulés, qu'il faut avoir, pour pouvoir les voir, il faut regarder avec précision. Ils ne sont pas toujours visibles, on dirait à l'œil nu presque. Donc ici, vous avez le nez, ici, les 2 yeux. Donc il y a un autre motif en bois avec recouvert d'un motif en or, toujours les palmettes et feuilles de gui. Là, j'ai essayé de savoir comment ils avaient procédé pour réaliser au compas le décor du fond du bol. Là, on retrouve ces fameux triskel et ces feuilles de gui. Image suivante. Donc, alors, le compas existait à l'âge du bronze. Là, c'est un exemple flagrant que le compas existait déjà à l'âge du bronze. Donc, ils ont divisé ce, qui date de 1200 avant Jésus-Christ, d'un diamètre de 20 cm. Il était porté sur une ceinture au-dessus du nombril, ça avait un ornement féminin. Il est composé principalement de 3 cercles contenant des suites de spirales enchaînées. Celle du centre comprend 14 spirales, celle du milieu 23 spirales et celle du périphérique 31 spirales. Aussi doué que l'artiste pouvait être, il ne pouvait que se servir du compas pour réaliser ses motifs. Là, j'ai donc un exemple pour diviser le cercle en n parties égales. On a attribué cette méthode serait due à Thalès, savant grec, du 625 à 547 avant Jésus-Christ, mais elle a été pratiquée dès l'âge du bronze également par les Celtes très tôt. Donc, comme il y avait un échange entre les druides et les philosophes grecs, peut-être c'est Thalès qui a été le premier à la consigner par écrit, parce qu'on commençait, les Celtes n'écrivaient pas. Image suivante. Donc là encore, un essai de construction au compas de la falaire de Cupri. Les falaires, c'était des disques en bronze qui étaient mis aux harnachements de chevaux. Lorsque les cavaliers galopaient, ils s'entrechoquaient et faisaient du bruit censé effrayer l'ennemi. Donc là, en dessous, c'est le dessin de la rosace centrale réalisé au compas. Donc peut s'inspirer de la nature. Par exemple, ici, le dessin d'une pomme de pin qui a 8 spirales tournant dans un sens et 13 tournant dans l'autre. Un autre élément décoratif, par exemple, il est en volume. Cette fois-ci, il n'est plus. Et donc, c'est quaternaire, motif qui est plus rare. Le motif quaternaire, on trouve plutôt des motifs en 3, 7, 5. Le 4 est plutôt assez rare. Donc ici, pareil, toujours l'essai de construction au compas de ce petit cabochon en alliage de cuivre. Il est divisé en 7 spirales. Image suivante. Alors, les poteries de l'Athènes sont également décorées de motifs tout en courbe. Là, la première, c'est développement. J'ai développé donc les décors de poterie. Ici, c'est un décor, une suite de S enchaînés. Ici, c'est un décor de poterie, décor peint aussi, qui est un peu plus compliqué, mais qui est aussi géométrique. Elle a un autre motif peint d'un vase qui est conservé à Bâle ensuite.
une suite de S, mais beaucoup plus compliquée, beaucoup plus élaborée. Donc, les poteries armoricaines du 4e siècle avant Jésus-Christ comportent des motifs également en S allongé et des palmettes. Ce sont des motifs gravés sur la terre. Soit des fois la poterie était crue et des fois la poterie avait été cuite avant de réaliser le décor. Ici, cette poterie, le décor en S très simple, deux suites de S et en dessous, toujours pareil, une suite de S entre la, entrelacées presque, un peu plus compliqué. Ces deux poteries sont exposées au petit musée du Finistère, petit musée que j'invite tous ceux qui ont l'occasion de venir en Bretagne absolument à visiter. Image suivante. Alors, les Celtes aimaient bien les bijoux. Hommes comme femmes portaient des bijoux, mais surtout ceux en or étaient réservés à l'élite, aux dieux, par contre, et en bronze également. Les guerriers valeureux portaient également des torques, mais ils étaient en fer. Là, ce sont des torques qui s'inspirent de modes des fleurs. Comme j'ai dit, les Celtes s'inspiraient souvent de la nature. Là, un autre raconte ici un bracelet vraiment torsatés entre eux. Mais après, on appelle torque tous les colliers qui ont suivi de l'époque de la celtique. Là, un décor très moderne qui pourrait servir aujourd'hui de bijoux actuels. L'autre, ici, donc vous avez également notre torque qu'on appelle torque à tampon, qui se termine par deux, deux parties plus grandes que le reste. Il s'agit de tubes d'or et le décor est gravé par l'intérieur, ce qu'on appelle en ronde bosse. Image suivante. Alors, divers bracelets, parfois très simples, comme celui-ci, qui fait voir un seul fil de d'étalage cuivreux. À une certaine époque, on disait bronze, maintenant on dit plutôt alliage cuivreux, puisque la portion d'étain n'est pas suffisante pour dire que c'est du bronze. Donc aussi, on retrouve sous ce bracelet fermé du teint qui devait être assez lourd à porter, des motifs en triskel. Ici, un motif en triskel. Un bracelet en argent très rare, toujours les motifs en courbe ou S. Un seul exemplaire a été trouvé jusqu'ici. Donc ici un autre bracelet toujours en bronze, creux, malgré qu'il soit creux, il devait être très lourd à porter. On retrouve donc ici un triskel, toujours un triskel qui symbolise le soleil. Image suivante. Alors, durant une courte période du 6e au 5e siècle, ont vécu de très importants personnages, hommes comme femmes, sauf intérêt de riches sépultures archéologiques nommées tombes princières. Elles se situent principalement dans la centre de la France jusqu'en Amal, territoire correspondant à la période d'extension des Celtes, période dite d'Ashtat. L'une de ses premières tombes dites princières est découverte en 53 en Bourgogne, à Vix. Il s'agit d'une tombe connaît les restes d'une femme âgée d'une trentaine d'années, de haut rang, d'où son appellation dame de Vix, sans doute reine de son peuple, peut-être druidesse, sa tombe ne contenant aucune arme. Comme j'ai dit tout à l'heure, on retrouve le chariot à 4 roues, mais celui-ci est démonté. Les 4 roues sont démontées et la défunte est allongée. Ce qui est remarquable, c'est ce qu'on appelle un cratère. C'est un récipient. Celui-ci, c'est le plus grand qu'on a trouvé dans ce que moi j'appelle la celtique. Il peut contenir jusqu'à 1100 litres de vin. Donc la défunte ne devait pas mourir de soif. Donc différents objets qui ont été trouvés dans la Sainte-Tombe. Ici, la statuette en bronze de facture locale qui a été rajoutée ici au sommet du cratère. Là, des petits motifs de décor que j'ai, deux sortes de rosaces en fer qui se trouvent à l'avant du chariot à 4 roues. Mais le plus important, c'est le torque en or pesant, je crois, 400 grammes, je ne sais plus. Donc ici, il y a des petits chevaux ailés qui pourraient penser que c'est d'origine grecque, mais d'après l'analyse du métal, c'est une fabrication locale. Suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant dans la Dame de Neubourg,
Donc ici sont la reconstruction de la muraille de la ville qui entourait, qui pouvait contenir près de 2000 habitants. Donc c'est une base en pierre et un mur en briques crues, un enduit. Et le chemin de ronde, comme ici, il était couvert, couvert d'ardoises. Enfin, c'est pas des ardoises, c'est des déclins en chêne, arbres impulsés. Tous ces villages, tous ces sites de ce qu'on appelle dames et princes étaient situés au carrefour de routes commerciales. Certaines, c'était des routes commerciales entre l'Ambre qui se trouvait autour de la mer Baltique, et les autres, c'était pour aller chercher de l'étain, soit dans les îles britanniques, et même en Bretagne, qui était très riche également en étain. Donc, c'est un carrefour, une sorte de carrefour commercial. Suite, s'il vous plaît. Là, donc, c'est encore une tombe rhénane qui se trouve à la frontière franco-allemande, près de Sarreguemines. Dans cette tombe féminine, on a trouvé plusieurs bijoux, mais également des amulettes et une baguette cultuelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui baguette magique. Là, ce collier se termine par des petits personnages assez étranges. On a du mal, on ne voit pas trop ce que ça signifie, ainsi que son bracelet. Ici, le détail des petits personnages qui terminent son collier et son bracelet. Ce qui est intéressant, c'est la cruche cérémonielle ou énoché qui mesure 48 cm. Pour la première fois apparaît le cheval androcéphale, un petit cheval donc, qui sert de poignée à cette cruche. Le cheval est constitué d'une tête humaine avec qui est barbu, des oreilles en feuilles de gui. Ce qui est intéressant à voir aussi, comme je l'ai dit, les têtes humaines étaient discrètement associées dans beaucoup d'objets. Ici, on retrouve une autre tête, et ici une tête un peu barbue et grimaçante. Là, j'ai essayé de construire le décor de la dame de la cruche de la dame de Rhénane. Donc, comme je mets essai de construction, donc compas du décor de la cruche, sa conception sur une feuille de papier est déjà fort complexe, montre tout le talent et la dextérité de l'artiste pour le réaliser sur une forme circulaire et bombée. Ça ne devait pas être très simple. Image suivante. Donc, toujours la dame de Rhénane, elle a une fibule, broche, un coq, contrairement à ce qu'on disait, il est très rarement représenté dans l'art celte. Donc, deux autres broches. Ici, deux amulettes qui montrent cette dame devait être également prêtresse ou druidesse. Et enfin, des bijoux montrant cette ambre qu'on retrouve autour de la mer de la Baltique, très convoitée par les Celtes et les peuples méditerranéens. Image suivante. Alors, les hommes n'étaient pas en reste, il y a plusieurs tombes princières. Ici, en Rhénanie, ce qui est intéressant ici, j'ai fait le dessin du fermoir d'Astur en bronze. Au milieu se trouve un personnage moustachu. Ce qui est particulier, c'est que les sourcils se rejoignent et se terminent par l'arête du nez. Motif en T qu'on le retrouve souvent dans l'art celte. Il est entouré de, je ne sais pas si c'est des têtes humaines, enfin des animaux fantastiques, comme on retrouve beaucoup dans l'art celtique. Là, il y a un autre tombe princière de Kleinaspel, très près de Stuttgart. Alors, sur cette plaque, on retrouve également les motifs en feuilles de gui et les motifs 3 représentés plus souvent. Le motif 3 est associé la plupart du temps au soleil. Image suivante. Alors, ton brassière d'Orloff, toujours pareil du côté de Stuttgart en Allemagne. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui est intéressant dans cette tombe, c'est ce qu'on appelle un cliné en bronze, qui d'habitude, on trouve ça plutôt chez les Étrusques, mais c'est quand même un décor typiquement celtique. Là, j'ai agrandi justement ici le décor que je parlais tout à l'heure, décor qu'on retrouvait déjà il y a 2 siècles auparavant. Donc ici, un char à 4 roues tiré par 2 chevaux. Ici, ils ont rajouté sur le char un combattant
petit personnage qui tient dans sa main une épée euh, et un bouclier. Là, c'est le dessin représentant l'intérieur de la tombe. Le défunt était cette fois-ci allongé sur le cliné et le chariot servait simplement à quatre roues, servait simplement à recevoir des ustensiles qui devaient lui servir dans l'au-delà. Image suivante. Donc là, je suis encore le prince d'Orlov. Même ses chaussures ont été décorées à la feuille d'or. Et puis, dans sa tombe, on a également, cette fois-ci, trouvé un chaudron d'origine grecque, montrant bien les échanges entre les Celtes et les Grecs. Il est décoré de trois lions. Un petit lion a dû être perdu. Il a été refait, mais à la façon où on retrouve tout à fait le style celtique. Il avait une tête plutôt fort sympathique par rapport au lion, aux autres lions. Donc, la dernière découverte était la tombe princière de Lanvaux, près de Troyes dans l'Aube. Donc, au premier abord, au départ, on a pensé que c'était une tombe féminine, vu le nombre de bijoux que portait, que portait la dépouille. Mais à l'analyse de- du squelette, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un homme. Là, on retrouve également des petits motifs avec des ailes, peut-être d'inspiration grecque. C'est très difficile à déterminer. Donc, son fameux torse et ses deux bracelets du prince de Lambeau. Image suivante. Alors, la femme de la société Cell, comme il a été déjà dit dans les chapitres précédents, la femme Cell peut occuper une place égale à l'homme dans la haute société. Selon les archéologues, elle est appelée princesse ou dame. Disons plutôt reine d'un peuple, elle peut être à la fois prêtresse, lourdesse, guerrière. D'après César, la femme Celt avait un statut remarquable dans la société gauloise, qui se traduit notamment par une autonomie patrimoniale et financière. Pour l'exercice du pouvoir, les Bretons ne font aucune distinction entre les sexes, signale Tacite, historien et sénateur romain. Alors là, j'ai agrandi, c'est un détail d'une fibule qui fait que 6 cm de long, je trouve. C'est un très beau portrait de femme qui met un regard, absence de pupille, lui donne un regard assez mystérieux. Là, elle a représenté hop, non, non, je peux finir. Représenter une cavalière qui est une guerrière nue, comme quoi la femme pouvait être également guerrière. Elle est armée d'une épée et un bouclier qu'on a du mal à distinguer ici. Ce n'est pas la fameuse Boudica, reine des Icènes, qui s'est révoltée en vain contre les Romains en 61 avant Jésus-Christ. Donc une autre représentation d'une dame qui porte un torse, une druidesse ou reine, qui était trouvée dans la source des roches chamanières. Image suivante. Alors, les Celtes décoraient tout. Il n'y a aucun objet qu'on a trouvé qui n'est pas décoré. Ils ne savaient pas, ils avaient peut-être horaire du vide et ils savaient que tout était décoré. Mais alors ici, donc, quelques exemples de Celtes qui apportaient des soins aux éléments de leur char et au harnachement de leurs chevaux. Donc ici, les fameuses phalères, quelques armes de phalères, donc qui étaient installées sur les harnachements de chevaux. Même les brancards de chars étaient décorés, ces décors en forme de S ajourés. Suivante. Alors, différents casques d'apparat, parce que ces casques étaient décorés, ils devaient servir plus d'apparat que pour les casques de combat. Entre les deux casques, il y a une similitude. Ce casque a été trouvé dans le Finistère et celui-ci dans l'Eure. Vous pouvez voir ici des petits motifs en forme de crosse, ici, là, voilà, qu'on retrouve ici, mais dans l'autre sens, le casque de l'Eure. Ici, on retrouve les petits motifs. Là, pareil, donc des chars décorés, on retrouve toujours ces fameuses feuilles de gui et décors en palmettes. Image suivante. Alors, l'un des plus beaux trouvés, donc, c'est le casque d'Agri, qui est en fer et bronze, recouvert de feuilles d'or, décoré d'un décor au repoussé. Donc, c'est par l'extérieur avant d'appliquer la feuille d'or. Le décor était fait par l'intérieur. Ce qui est intéressant à voir par rapport, c'est dans ce parjou, on n'a retrouvé qu'un. Dans ce parjou, on peut distinguer un petit serpent cornu. Ici, là, et là au-dessus, une tête d'oiseau.
moi qui fait penser à un dindon. Et voilà. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les armes étaient également décorées. Donc, on a retrouvé ici que trois. Enfin, moi, j'ai extrapolé. Donc, c'est des décors d'une applique, pareil, au repoussé. Suscite de S, moi, j'en ai mis quatre avec un bout de bouclier qui est en forme de triskel ici. Donc, j'ai reconstitué, c'est comme je mets, c'est reconstitution graphique hypothétique d'un bouclier. Là, ce qui est intéressant, c'est un décor gravé du froid d'épée datant de 400 à 350 avant Jésus-Christ. Il y avait représente plusieurs scènes. Ici, une scène de combat. Ici, deux personnes qui tournent la roue solaire ou la roue cosmique. Ici, une parade militaire armée de lances et de boucliers. Là, tout à fait l'appareil. Des chevaux et des cavaliers sont armés de lances. C'est toujours la même scène. Et non, c'était bon. Vous pouvez tourner, retourner. Alors ici, donc on retrouve ce fameux triskel, ce motif à trois courbes. Il se termine par des sortes de becs d'oiseaux. Ici, sur le décor, on retrouve le soleil, ici, en gravure en or, séparé par un trait vertical, et ici un croissant de lune. Et sur ces fourreaux provenant de Sermont de la Marne, on peut trouver un animal qui pourrait faire penser à un hippocampe. Sinon, ici, voilà, ici avec sa queue, voilà, ses nageoires. Et comme je mets ici, l'épée symbolise l'attribut du pouvoir. Dans la mythologie irlandaise, l'épée était douée de propriétés magiques et associée à la vérité des hommes. Suivante. Alors, les fameux chaudrons cultuels. Le chaudron joue un rôle important dans les rites celtes. Il est présent dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, et jusque dans les textes de la matière de Bretagne, où lui sera donné le nom de Graal. Le plus connu est le chaudron de Gundestrup trouvé au Danemark, sur lequel sont représentées une douzaine de scènes de la mythologie celtique, voilà, le fameux chaudron de Gundestrup. Donc il est décoré extérieurement par des plaques et intérieurement on trouve également de, des scènes de la mythologie celtique. Je ne vais pas tout vous les décrire, mais je donne quelques exemples. Donc ici, la plaque ici qu'on trouve à l'intérieur, je l'ai dessinée. Sur cette plaque, on trouve un personnage portant des cornes de cerf et un torse. Son nom est connu grâce au pilier des Nôtes, musée de Cluny, Cernunnos. S'agit-il d'un dieu ou d'un druide de haut niveau ou d'un chaman? Le petit personnage chevauchant le dauphin, ici, semble bien indiquer que le chaudron a été fabriqué en Italie. Il figure sur une monnaie de la Grande Grèce ainsi que sur une poterie étrusque. Le chaudron peut également avoir été fabriqué chez les peuples celtes d'Italie du Nord, car la facture est très fortement celtique. Bon, ici, on peut retrouver Taranis, mais c'est pas lui qui tourne la roue cosmique ou solaire. C'est un petit personnage qui est casqué d'un casque typiquement nordique, qu'on trouve à l'âge du bronze dans les peuples du Nord. Donc ici, c'est une scène qui prête à discussion. Soit certains ils voient une scène de résurrection, ça, certains voient une scène de sacrifice. Sur ce chaudron figurent également quatre plaques représentant des déesses, qui n'ont aucune n'a pu être identifiée. Pour plus de renseignements, voir livre, page, je ne sais plus combien, comme disait mon prof de sciences lors des cours, voir livre, page temps. Suivante, s'il vous plaît. Alors, le monde celte est le monde animal. Les Celtes ont une étroite affinité avec les animaux. Ceux-ci accompagnant très souvent les divinités. Principalement, cinq animaux se représentaient: le cheval, le sanglier, le taureau, l'oiseau et le cerf. À cela s'ajoute toute une série d'animaux fantastiques que le serpent cornu, le chien à queue de saurien. Ils figurent sur de nombreux objets dont les monnaies, non les monnaies. Dans la mythologie irlandaise et galloise, les Celtes se métamorphosent successivement en plusieurs animaux. Le cheval. La société alsacienne accordait déjà une place prépondérante au cheval, symbole de prestige pour l'élite. Dès l'âge du bronze, au Danemark, un objet le représente tire un disque. D'un côté le soleil, de l'autre la lune. Il semble être le maître du temps et guide ainsi l'astre du jour et de la nuit dans sa cour. Et les Celtes ont apparemment ont pris également ce même symbole. Si on retrouve sur une monnaie un cheval assez figuratif,
auquel est associée la roue solaire ou roue Cosby. D'autres représentations du cheval, on retrouve énormément. Alors, un petit cheval en bronze, j'insiste encore, il se trouve au musée de la préhistoire du Finistère. Comme j'ai dit, c'est un petit musée très intéressant à voir absolument pour ceux qui viennent en Bretagne. Là, deux fibules d'Espagne, des Celtibères, deux chevaux avec un cavalier. Ici, on retrouve cette fameuse tête celtique. Tournée, s'il vous plaît. Alors, l'oiseau est également présent. Donc, il semble être le lien entre les dieux et les hommes. Là, une très belle facture du casque en forme pour voir un oiseau. Ça doit être un casque aussi de parade et non pas de combat. Très beau, très magnifique. Moi, je trouve très magnifique la forme arrondie, le cou. Ouais. Très bel exemplaire d'oiseau qui date du 5e siècle. Et on disait au musée de Bic-Prac. Là, on retrouve également les oiseaux sur les torques. Ce sont deux oiseaux avec le bec un peu courbé qui font penser à des cormorans qui entourent un arbre de vie composé de trois cercles. On retrouve également l'oiseau sur des petits chats. On le retrouve également sur les monnaies. Ici, l'exemple des osismes. Et bah, j'ai remarqué à partir du 3e siècle, quand les gentils petits canards, comme on voit ces petits canards, se transforment en rapaces, ça c'est curieusement. Et on retrouve plus souvent des oiseaux sous forme comme ici, je sais pas, des aigles, enfin, ici aussi, une sorte d'animal aigle, qui est oiseau particulièrement en faveur chez les senons. Image suivante. Alors, sanglier également très présent dans l'Ancêtre. Là, j'ai pas tout mis dans mon bouquin, hein. J'ai dit par page, je prends quelques exemples à chaque fois, hein. Je ne mets pas tout. Le sanglier, symbole de force et d'une certaine liberté, est considéré comme un défricheur. Le sanglier est un tribut sacerdotal. En Irlande, il symbole aussi la connaissance. Certains druides étaient appelés du nom du sanglier. En Irlande également, le jour de la Saint-Marc, 1er novembre, le sanglier était consommé rituellement. Sa chair était considérée consacrée au dieu Lugh. Les Celtes mangeaient rarement du sanglier, sauf les jours de grande occasion, mais des porcs laissés presque à l'état sauvage. Ici, donc, c'est un chat celtibère qui représente une scène de chasse. Donc, le cavalier est armé d'une lance et accompagné de son chien et il poursuit le sanglier. Là, un sanglier d'une facture tardive du 1er siècle avant et 1er siècle après Jésus-Christ, une facture, moi, je trouve très moderne et les lignes épurées au maximum. Sanglier, on le retrouve également sur des monnaies, quelques exemples de monnaies, coriozolite aussi. Sanglier, tout représenté sous une forme très stylisée, et on voit bien que c'était un sanglier, pas un autre animal. Là, page suivante. Sanglier également, voilà, excusez-moi. Alors, taureau est représenté également sur nombreux objets. Taureau représente de nombreuses civilisations. Il est associé à la force virile et guerrière. Chez les Celtes, il est plus spécialement associé à la royauté. Par différents exemples, un petit taureau bien sympathique, un musée de Rennes. Là, c'est un taureau en forme, une clé en forme de taureau. Et ce qui est intéressant, c'est des taureaux qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Le taureau de tricorne du bronze d'Averny et le taureau figurant sur le fond du chaureau de Gundetrup. Ici, en dessous pour celui-là, figure une spirale, pas une spirale, une rosace, et également une rosace ici sur le front du taureau de Gunzestrup. Et pour ce taureau, une troisième corne a été associée pour renforcer le côté sacré de l'animal. Ici, le taureau se représenté sur le pilier des nôtres et également associé à trois grues, toujours pour accentuer, pour renforcer le côté sacré de l'animal. Image suivante. Alors, le fameux cerf et cernuose. Alors, le cerf, dans beaucoup de civilisations, était symbole de renaissance. Le cerf perdant ses bois tous les ans et repoussant, donc symbolisait ainsi la renaissance. Et les Celtes ont également pris également symbole
classification. Alors, donc ici, on représente une reconstitution graphique du char de Zweig, musée de Graz en Autriche. Donc là, il représente peut-être un sacrifice de cerf. Deux personnages tiennent par les cornes un cerf qui va peut-être sacrifier à cette déesse qui, elle, soutient un chaudron. Le cerf est également très présent sur les poteries, mais toujours il est magnifié. Ici, on retrouve toujours le fameux chiffre 3. Les cordes sont magnifiées. J'ai développé le décor qui se trouve ici sur cette poterie. Donc, on retrouve trois cerfs, trois cornes, chiffre qu'on retrouve très souvent. Autre exemple de cerf, de poterie, trois cornes toujours, trois cornes aussi également. Autre motif sur les poteries exposé au musée de Bibrac et Clermont-Ferrand. Image suivante. Alors, le cerf est totalement lié à Cernunnos, une gravine rupestre à son origine. Les personnages coiffés de bras de cerf figurent parmi les très nombreuses gravures rupestres, ainsi que plusieurs celles à Val Camonica, province de Viesca en Italie du Nord, datées du Mésolithique au premier âge du fer. Les dieux sont souvent représentés sous forme de géants, le personnage dans une main une hache et de l'autre un objet difficile à définir. À ses côtés figure un serpent cornu et une silhouette humaine, beaucoup plus petite. Le peuple gaulois descendant s'est installé dans la région en 420 avant Jésus-Christ. D'autres peuples celtes y étaient déjà présents. Alors, le Cernunnos, son nom est connu grâce au bas-relief du pilier des Nautes, visé au musée de Paris, très difficile à lire ici. Donc, Cernunnos, on voit un personnage cornu dans lequel est inscrit un torque, mais le plus connu, c'est celui que représentait Chaudron de Gundestrup. Et à l'époque gallo-romaine, le Cernunnos est entouré de Mercure et de Mars. Donc, de son sac, on voit des grains tomber. Certains lui ont attribué que c'est le dieu de l'abondance, Dans les textes médiévaux, le cerf est plutôt le symbole, c'est celui qui fait passer les gens dans un autre monde. Image suivante. Alors, le fameux dragon celtique. Alors, les archéologues appellent dragon celtique, mais il y a plutôt des formes serpentes, plutôt des serpents, on voit plutôt des serpents plutôt que des dragons. Là, c'est deux serpents ici qui terminent le fourreau d'épée qui semblent s'opposer. Là, par contre, sur le fourreau d'épée, ce sont deux dragons qui semblent s'affronter. Ici, on retrouve toujours la forme de serpent. Ici, ils s'opposent. J'ai extrait du chaudron des plaques de Gusestrup un dragon, qui semble être le prototype des dragons du Moyen Âge avec sa queue de reptile et ses ailes. Donc déjà, dès le premier siècle avant Jésus-Christ, le dragon existait. Comme j'ai dit, dans les textes médiévaux, on le retrouve également ici sur le chapiteau d'une colonne datant du milieu du XIIe siècle. On voit deux dragons s'affrontant. Ah, ici, j'ai oublié, ici, sur une agrafe de ceinture, on voit deux dragons, enfin formes de serpents plutôt, qui semblent être tenus en laisse par un petit personnage au milieu. Image suivante. Alors, ah oui, pareil, donc j'ai pris quelques bestiaires fantastiques extraits de mon livre. Je me répète un peu, comme me disait ma prof, voir page temps. Donc, ici, c'est un aimant en bronze à jet indéterminé, peut-être un décor de moyeu des cieux. Là, on retrouve à l'intérieur trois, trois monstres, enfin, trois animaux fantastiques que là, je l'ai extrait pour montrer quelle forme il a. C'est assez bizarroïde. Et à l'extérieur, il y a 10 animaux qui sont enchaînés autour, entre 3 10. Alors, on retrouve le même bestiole un peu là, en forme de triskel. D'autres exemples d'animaux fantastiques, même jusqu'à la fin du 8e siècle.
on retrouve dans le livre de Kelsk des animaux fantastiques. Ici, c'est la lettre E qui se termine, finalement, c'est un serpent qui fait la lettre E. D'autres animaux. Image suivante, c'est un choix. Ah, les fameuses stèles américaines ou gauloises. Donc, jusqu'aux années 90, c'était surtout sur le territoire américain qu'avaient été trouvées des fameuses stèles qu'on appelait américaines. Depuis, il y en a quelques-unes qui ont été trouvées sur le territoire de la Gaule, mais en nombre bien inférieur à ceux du- de l'armorie. Il y avait trois types, trois types en fuseau, petite pyramide, tronqué, et hémisphérique. Là, les stèles servaient à déterminer, à montrer l'endroit d'une sépulture. Là, ces reconstitutions, musée, toujours un petit musée archéologique de Penmar à voir absolument. Donc là, il y a encore à cette époque-ci, il y avait deux méthodes. Il y avait donc l'incinération et ils enterraient également les morts. Donc le Desport, on retrouve le décor de l'Athènes sur ce fameux stèle conservé au mairie de Trégastel. Mais le temps ayant fait son usage, des fois ils sont très difficiles à lire. Une autre stèle gravée de Pont-l'Abbé, toujours le même motif en S. Mais les Romains s'en sont également servis, se sont contentés de graver leurs dieux sur les stèles gauloises. Et à la période chrétienne, plutôt que les abattes, certaines ont été christianisées, elles devaient bénéficier encore d'un culte dit païen, donc on les a christianisées en mettant au sommet une croix. Image suivante, ah, les monnaies américaines. Les premières monnaies, comme j'ai déjà dit, apparaissent au IVe siècle, s'inspirent des monnaies de Philippe II de Macédoine, mais très vite les Celtes vont s'affranchir et créer leurs propres représentants, montrant une fois encore tout leur talent imaginatif. Pratiquement chez toutes les monnaies celtiques, on retrouve le cheval il figure pratiquement sur toutes les monnaies. Par contre, chez les armoricains, vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ, le cheval devient une sorte de divinité majeure en lui associant une tête d'homme. Donc la présence du cheval androcéphale est plus fréquente dans l'ouest de la Gaule. Plus on s'éloigne de l'ouest de la Gaule, moins il est présent. Et par la datation, on peut savoir qu'il a été créé avant en Armorique. Par exemple, celui-ci date du deuxième siècle, des Cimes, alors que le Parisis date du premier siècle, voire juste avant l'époque, avant la conquête romaine. Donc, le cheval androcéphale se retrouve jusqu'en Bavière et jusqu'à chez les Celtibères. Par contre, là, il a un cheval, c'est un cheval ailé, c'est pas tout à fait le même. Image suivante. Alors, autre monnaie, je ne vais pas tout vous mettre non plus, hein, j'en ai mis quelques-unes, hein, comme dirait page voir livre, une très belle monnaie des Parisiens qui montre toute la force du personnage. Ah bon, moi, je trouvais à la fois force et mélancolie. Un autre personnage traité plus simplement, ici on retrouve le sourcil, prolongement avec le nez, l'œil, le bouche et la joue. Ici, ce qu'on appelle l'œil des Trévires. Donc l'œil constitué par une roue solaire ou cosmique. À cet œil est ajouté trois petits soleils, montrant que bien que le soleil, le chiffre 3 est associé et représente le soleil. Un autre exemple de soleil du chiffre 3 ici sur la monnaie de l'oppidum en Bavière, qui est posée à Prague. On trouve le motif du soleil associé à trois ronds, trois cercles. Et en dessous, donc ça c'est au musée de Bibrac, donc un coin pour frapper une monnaie en argent tézéduin. Parce que donc on gravait le motif la pièce souvent en fer et on frappait avec un maillet, enfin, parce que l'argent et l'or c'est un métal assez mou qui permettait justement de la gravure, de graver les monnaies par ce procédé. Image suivante. Alors, les Celtes, quelle prise de tête. Les Celtes ont une véritable passion pour la tête, que ce soit de véritables crânes ou leur représentation par des sculptures ou des masques.
Ils figurent parfois très discrètement sur leurs bijoux et autres objets. Ces têtes jouaient un rôle protecteur pour celui qui les portait comme une véritable amulette. Les Gaulois, si bien connus, ne représentaient pas leur dieu sous forme humaine. Les têtes en question représentaient-elles un ancêtre ou un héros divinisé auquel ils portaient une certaine vénération. Alors là, je représente aussi les masques. Ici, un masque qu'on retrouve dès le 7e siècle. Ici, un autre masque donc, du 5e siècle, visé au musée d'Allen en Trie, parce qu'on est coiffé de deux feuilles de gui. Là, on trouve les feuilles de gui. Et toujours les sourcils se rejoignent et se prolongent par l'arête du nez. Ici aussi, mais c'est un peu moins visible. Donc, les sourcils se rejoignent et se prolongent par l'arête du nez. Alors ici, là, c'est une fibule en bronche qui a une sorte de masque ici, là, qui est très difficile à voir. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, dans beaucoup de bijoux, on retrouve des masques ou des visages qui sont discrètement inclus. Là, l'état d'une cruche chavéen de modèle étrusque. Pareil, elle se termine par deux petits têtes, on peut dire tête ou masque. Le bas de l'anse se termine également par un personnage chevelu et barbu. Image suivante. Alors là, je montre quelques exemples de ce que je disais tout à l'heure. Dans leurs bijoux, ils dissimulaient un visage. Ici, on voit le visage, je l'ai dessiné pour qu'on le voit mieux. Et donc, toujours pareil, le même principe, les sourcils se rejoignent et se terminent par l'arête du nez. Ici, il y a deux visages qui sont opposés, qui sont c'est peu difficiles à voir, c'est pour ça que je les ai dessinés. Sur celui d'en bas, c'est le même symétriquement, ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Ici, donc, ah, voilà, on les voit mieux. Là, c'est trois fois deux têtes ici. Ici, donc, toujours dans le même principe. Là, c'est les sculptures datant du IIIe siècle. Ça va être peut-être l'influence grecque ou romaine, peut-être déjà. Mais on trouve toujours le même style très épuré. Ici, les sourcils et le nez qui se termine par l'arête du nez. Là, c'est un applique orné d'une tête humaine. Donc, son utilité est indéterminée. Ce qui est intéressant, c'est les têtes d'hommes en pierre là, du deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ provenant de Bohême. On retrouve toujours le même principe, les sourcils se rejoignant avec l'arête, ce prolongement avec l'arête du nez. Ce qui est intéressant à voir, contrairement à ce qui n'était pas des chevelus, ils étaient peut-être moustachus, mais ils prenaient soin de leur chevelure, elle était crantée. On retrouve ça sur beaucoup d'autres sculptures image. Ah oui, je voulais dire, ah oui, cette tête a été retrouvée cassée en quatre morceaux et cachée dans une tombe creusée spécialement pour elle. Moi, j'ai mis l'hypothèse qu'à une certaine époque, les Celtes se sont convertis à la religion romaine. Ils ont enterré les têtes de leur qui représentaient peut-être leur ancêtre, mais comme ils avaient toujours peur d'eux, ils les ont enterrés, mais souvent ils ont enterré la face contre le sol. Image suivante. Alors là, c'est une très belle découverte en Armorique ces derniers temps. La première, c'est les statuettes trouvées à Pau, la Côte d'Armor, c'est au sud du département. Ce qui est le plus intéressant, c'est celle-ci qui tient une lyre dans ses mains, musicien bien sûr, il est avec son torque. Alors, a-t-elle été brisée volontairement ou existait-elle comme ça? Elles ont été trouvées abandonnées dans un fossé. Elles portent des traces, pardon, de brûlure. Donc, la ferme, c'est dans une ferme très importante qu'elles ont été trouvées. C'est une sorte de ferme fortifiée. Donc, la ferme a dû être incendiée et les statuettes jetées dans le fossé. La dernière découverte a été Trémuson, c'est en dessous de Saint-Brieuc, près de Saint-Brieuc. Alors, les trois premières têtes, là, enfin, ont dû être cassées, parce que celui-là, il est en entier, celui-là, il est cassé. Là, ils ont été jetés dans un puits dans lequel on a trouvé un très beau seau en bois d'if décoré avec des motifs en bronze.
Et par contre, celle-ci, le personnage barbu, pareil, là on retrouve la chevelure crantée, bien peignée, avec un torque a été trouvé dans une fosse spécialement creusée pour le faire disparaître, et toujours la face tournée vers le sol. Image suivante. Alors là, c'est une discrétion sur discrétion sur le triskel. Alors, le fameux triskel, pourquoi on appelle le triskel? C'est d'origine, c'est un mot d'origine grecque qui est triskel, triskède, triskalion, qui signifie trois courbes, trois jambes. Alors, le triskel symbolise, comme j'ai déjà dit, le soleil, ce sont les trois phases, les trois axes, ce sont les trois phases de l'astre du jour, donc le lever, le zénith et le coucher. Mais contrairement à ce qu'on croit, il est pas il est présent dans de nombreuses civilisations. La plus ancienne représentatrice d'un triskel date de 6000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Elle est africaine. Elle fait partie des gravures rupestres trouvées à Tassili dans le massif du Hogar. Elle ressemble beaucoup elle est pratiquement semblable à celle trouvée gravée sur le cairn de Newgrange en Irlande qui date du 3200 ans avant Jésus-Christ. D'autres triskel datant de 1400, 1400 ans avant Jésus-Christ trouvés au Danemark. D'autres, on peut trouver des motifs grecs, on les retrouve à mérovingiens, motifs traditionnels, japonais, chinois, bouddhiques, même dans l'arbre arabe. Le premier objet celtique en forme de triskel date de la forme d'Hallstatt. Il s'agit d'un triskel en terre cuite datant de 650-550 avant Jésus-Christ, trouvé dans une tombe d'incinération en Bohême, visible au musée de Prague. Donc c'est d'après Dixit, Zeska, Gruta, l'art des Celtes. Image suivante. Alors, c'est pareil, le symbole, j'ai pris quelques exemples, je ne vais pas tous les décrire. Je vais vous dire, var livre, page, temps. Alors, le chiffre 2 représente souvent une dualité ou plutôt l'opposition, comme deux dragons figurant sur les fourreaux d'épée, ainsi que dans les Mabinogion, où deux dragons sont en perpétuel combat, empêchant la position d'une tour, ou dans les textes irlandais, le combat des deux taureaux. Là, c'est le chiffre 3, donc, que j'ai dit tout à l'heure, symbolise le soleil et le côté sacré des choses. Là, c'est une déesse à déterminer qui, qui se forge trois personnages. Alors là, le 4, comme je mets, peut représenter, mais ça pose problème. Le 4 pourrait représenter la classe sacerdotale celte. Sa tête, le Gutwater, son chef des druides, et ensuite le druide, ministre du culte, théologien, philosophe, le barde, la transmission orale et le vat divin et médecine. Alors le mot Gutater est extrait d'un livre de César. Il parle de Gutater. Alors certains pense que c'est plutôt le nom d'un druide plutôt qu'une fonction. Alors les chiffres 5, là, on le retrouve souvent dans les tombes, dans les fossiles, sous forme d'oursins fossilisés, qu'on retrouve souvent on l'a retrouvé également dans les tombes princières. Bon, je pourrais vous dire, le 6 est présent, lors de la quête de Guy a lieu le sixième jour. Alors, le nombre 7 est présent dans les textes mythologiques irlandais pour fêter la Saint-Main le 1er novembre. Les festivités ont lieu 3 jours avant et 3 jours après, donc ça dure pendant 7 jours. Le 17 est le nombre de passagers à ne pas dépasser imposé par Maelduin, mais il ne tiendra pas compte de ce chiffre. Il recueillera lors d'une croisière, enfin d'une navigation, il recueillera deux naufragés qui portent le nombre à 19. Ça suffit d'énormes tempêtes qui à chaque fois menacent de faire couler le bateau. Ces marins veulent absolument se débarrasser de ces deux naufragés, mais Alvin tient bon et ramène malgré toutes les difficultés tout le monde à beau port. Voilà. Autre image, il y aurait bien d'autres à dire. Moi je dis voir image, page temps. Non, revenez. Alors, revenez au romain, au dieu romain, s'il vous plaît.
pouvez pas revenir au... Voilà. Alors, durant quelque temps après la conquête romaine, les Gaulois ont pu continuer à pratiquer leur religion tout en intégrant les dieux romains et en romanisant leurs dieux. Mais vers 29 après Jésus-Christ, le Sénat romain a voté une loi précisant que pour être un véritable citoyen romain et espérer un jour rentrer au Sénat, il fallait pratiquer la religion romaine. Et en 49, l'empereur Claude a interdit complètement le druidisme. Alors c'est une statue en bronze dite divinité de Bourret. Lui, on l'a trouvé. Certains l'ont attribué à Cernunnos, mais aucun, il n'y a pas de, on ne trouve pas les endroits où il pourrait y avoir eu mis ses cornes. La Taranis, donc le dieu avec la roue solaire ou cosmique, c'est la seule. Epona, déesse protectrice des chevaux, c'est le seul lieu du panthéon gaulois qui a été adopté par tous les Romains. Alors, le plus représenté en Gaule, c'est le dieu Sucellus, ou dieu à la massue. Plus de 200 exemplaires de sculptures ont été trouvés sur tout le territoire de la Gaule. Alors, c'est peut-être l'avatar du dieu Dagda irlandais qui était également armé d'une massue qui pouvait donner la mort et de l'autre côté qui tient une coupe qui pouvait apporter les ressuscités. Donc voilà, c'est un exemplaire vraiment plutôt romain que là, il est tout à fait n'a rien de gaulois, c'est tout à fait romain. Alors, ici, donc, déesse dite du Ménéum. On l'appelait Brigitte, Minerve, on a eu plein de noms. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas comment elle s'appelle. On l'a appelée Minerve, mais Minerve étant associée plutôt à un hibou. Là, ici, on voit pas très bien, mais c'est un cygne, un oiseau, le cygne, qui est représenté. Cygne qui est associé à la déesse Brigitte irlandaise. C'est pour ça qu'on l'appelait également Brigitte du Ménéum. Image suivante. Alors, le fameux entrelacet en question. On dit que l'entrelacet en question, mais c'est pas tout à fait vrai. Il a été représenté pourtant dès le 5e siècle, mais de façon très simple, et ici également de façon très simple sur un vase en bronze, et également chez les Celtes ibères sur un torque à tampon. Mais ce sont les seules représentations de Triskel dans l'art rappelé primitif celte. On le retrouve également chez les Romains, motif très simple aussi, chez les Mérovingiens, mais il s'agit souvent de serpents, de serpents qui s'entrelacent. Par contre, il faut attendre l'époque, la christianisation, à partir du 8e siècle, que ce soit en Bretagne ou en Irlande ou en Écosse, on retrouve ce fameux entrelac très compliqué, apparemment très compliqué. Par exemple, cette page qu'on appelle souvent page tapis, on retrouve donc ici les animaux fabuleux, fantastiques et fabuleux. Et ici, donc, 12 motifs semblables qui peuvent, entrelac peut sembler compliqué. Ah oui, je n'ai pas dit, mais l'entrelac celtique se distingue des autres parce qu'il a ni début ni fin. Si vous partez de cette extrémité ici, si vous arrivez à suivre toutes les méandres de ces motifs, vous arrivez également au même point de départ. Donc, il symbolise l'infini. Là, donc, j'ai extrait donc, comment a été réalisé. C'est un seul et même motif qui est réalisé dans un carré. Vous pouvez, grâce à ce motif, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Là, il y en a 12, là, j'en ai mis 9. Ça vous fait un décor, un entrelac indéterminé également. Comme son interprétation, il n'a ni fin ni début. Image suivante. Alors, on passe dans les îles britanniques. Alors, la date d'arrivée des Celtes dans les îles britanniques est incertaine. Certains historiens divergent. Certains parlent de 600, d'autres 300. Ils sont arrivés par petit nombre, en flux constant ou en masse. Mais l'art breton insulaire est caractérisé également par les courbes et contre-courbes. Là, je vous ai présenté trois décors de de miroirs en bronze, décors qui ont été réalisés au compas, qui montrent également que
Et les insulaires n'avaient rien à envier aux continentaux en ce qui concerne la maniabilité du compas. Donc, si les premiers décors sont symétriques, plus on va, plus ils sont asymétriques. On a l'impression que l'artiste ou l'artisan, appelez-le comme on veut, s'est laissé libre cours à son imaginaire. Donc, miroir qu'on pourrait rapprocher, des œuvres très modernes qu'on pourrait rapprocher du peintre Sonia Delaunay, surtout sa période de 1930 intitulée Rythme. Donc également donc un rapprochement possible entre l'art celte et l'art moderne. Image suivante. Donc d'autres exemples d'un torque en électrum. Électrum, c'est un alliage d'or et d'argent, mais un alliage naturel, c'est pas un alliage. Donc là, on voit bien que c'est un torque, hein, ce sont des fils tressés. Collier en bronze, pareil, motif, toujours motif en S. Un bouclier en bronze, pareil, qui doit être plutôt des boucliers d'apparat que de combat. On retrouve les fameuses courbes et contre-courbes. Un autre dessin trouvé dans la rivière datant du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc toujours les mêmes motifs en courbe et contre-courbe. Image suivante. Alors, pareil, donc les insulaires ont utilisé l'entrelac. Donc là, j'ai essayé de voir comment ils ont procédé pour décorer cette croix. Alors, il y a trois motifs semblables qui sont reliés entre eux par des entrelacs également semblables. Alors, chaque motif est divisé en quatre. Les motifs qui sont en face sont exactement les mêmes. Et ceux-ci sont les mêmes entre eux, mais ils sont différents des deux premiers. Et quand on les assemble, donc, on retrouve ce motif. Donc, précédemment, à partir d'un motif très, très simple, on peut faire des motifs qui semblent très compliqués. Donc, c'est la réalisation complète de la croix. Ici, on retrouve ces fameux dragons. On retrouve ici deux dragons qui s'affrontent, qui savent s'affronter. Image suivante. Voilà. Alors, objet en Irlande. Même en Irlande, l'art de l'Athènes, on est passé directement de l'âge du bronze à l'art de l'Athènes. Donc ici, on retrouve les décors, toujours les formes de courbes et contre-courbes, les décors de fourreaux d'épée. Là, on retrouve le triskel ici qui se termine par des oiseaux, des têtes d'oiseaux. Là, c'est une broche ou une fibule. Et là, ici, c'est un petit couvert de 4 cm de diamètre. Là, je l'ai fait à la grandeur et dessiné à l'échelle 1. Et là, j'ai essayé de voir comment ils avaient procédé pour réaliser ce décor. Alors, j'explique ici comment il a été réalisé. Il y a toujours des motifs en courbe et contre-courbe. Donc là, c'est une tête de poisson. Et le poisson est très peu représenté dans l'arcelle. Et comme j'ai dit déjà précédemment, les selles décoraient le moindre objet. Ici, on peut voir un mort de cheval, ici avec toujours les motifs en S, ici. Décor toujours le motif courbe et contre-courbe. Image suivante. Alors, les stèles irlandaises sont moins nombreuses que les stèles américaines. Alors, peut-être, est-ce que celles-ci ont influencé les stèles irlandaises? Elles sont souvent gravées de courbes du style de l'Athènes. Mais là, apparemment, l'artiste s'est laissé aller à son imaginaire. Ce ne sont pas des décors symétriques. Les dessins ont été réalisés au compas et gravés ensuite. Un autre exemple, c'est un décor gravé en creux, toujours des courbes et contre-courbes, apparemment des motifs de libre création. Alors les stélogamiques, ah oui, les Irlandais ont inventé un alphabet au IIIe siècle qui serait appelé Ogam, selon la mythologie irlandaise, c'est le dieu Ogm. Il est très compliqué à utiliser, il était simplement fait de, de, de traits horizontaux ou enfin, horizontaux penchés ou horizontaux sur l'arête d'une pierre. Il symbolisait, c'était souvent le nom d'un
d'un personnage qui avait fait un exploit ou simplement pour marquer une époque, un fait important. Et sur cette fameuse stèle ogamique, on trouve également des corps faits au compas, dessinés au compas, ici, sur cette face de stèle. Image suivante. Alors, construction des entrelacs de la croix de King Queldra du comté de Clark. Alors, toujours ce même principe. Deux motifs qui apparemment sont semblables, mais pas tout à fait, ils sont complémentaires. Quand on les assemble, on obtient un motif dans le carré. Autant qu'on veut, on peut les assembler autant qu'on veut. Ici, j'ai choisi d'en mettre je ne sais plus combien, enfin un certain nombre. Et donc, apparemment, ça vous fait un décor assez compliqué, mais qui est relativement simple à exécuter. Et pareil, comme là, si on part d'ici par rapport d'en haut, et si on suit bien tout le tracé de l'entrelac, on arrive ici de l'autre côté. Donc, ce sont des entrelacs fermés qui symbolisent, il n'y a ni début ni fin, qui symbolisent l'infini. Alors, les fibules, pareil, très belles, les fibules ont connu une véritable apogée en Irlande. On retrouve des motifs ici en entrelac. On se demande comment l'artiste ou l'artisan a pu les réaliser, tellement ils sont d'une finesse incroyable. Et malgré l'art tardif et la christianisation, on retrouve toujours ce dissimulé, par exemple ici, ces fameuses têtes, deux têtes ou deux visages. On peut voir que j'ai agrandi ici pour qu'on les voit mieux. Image suivante. Alors, donc, je termine par l'île de Kells, le véritable trésor médiéval qui a été réalisé à la fin du 8e siècle, au début du 9e siècle. Donc là, on trouve plein de motifs de triskel, d'entrelacs. Je vous dis, c'est presque incompréhensible comment ils ont pu être réalisés tellement ils sont petits. Ils sont petits. Alors, donc, plusieurs pages de l'évangile, ici l'évangile selon saint Matthieu, selon saint Jean, le monogramme libre, là on trouve le monogramme libre, est semblable à celui du figurant d'un livre de Ligue Dunsford. C'est un livre qui est semblable à celui de Kells. Alors, on se demande si ce n'est pas les mêmes moines qui l'ont réalisé. Voilà, je termine ainsi mon voyage par, par où je l'ai commencé, par l'Irlande. Image suivante. Alors là, je me pose la question, l'art celte existe-t-il aujourd'hui? Là, je vais donner trois exemples de mes réalisations. Brocéliande, la pomme, bien sûr, qu'on trouve euh, dans le paradis des Celtes, et là, le chaudron de la Renaissance. Alors, quand on va sur le site internet, on retrouve de très belles réalisations s'intitulant Art celte. Pour ma part, c'est pas tellement important de savoir si c'est de l'art celte. Ce qui est important, c'est qu'il continue à- à inspirer de nombreux artistes de nos jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un grand merci, Monsieur Soulier. C'était vraiment très intéressant ce panorama sur une très très longue période. Un peu rapide, j'avoue. Ben, ça donne envie d'aller voir votre livre, parce qu'en fin de compte, je remarque que souvent, quand on parle d'art celte, on a affaire à des historiens de l'art qui vont un peu se cantonner. C'est assez méconnu. Souvent, c'est les archéologues, après Linguiel, qui vont travailler plutôt sur les monnaies. On est un peu, et là, vous brossez vraiment tout un pan avec un regard neuf, justement, non pas formaté, mais très ouvert, justement, sur les courbes. Comme, Donc, comme bravo. c'est mis dans l'introduction, c'est un regard, oui, c'est plus un regard d'artiste que d'historien que je porte sur l'art celte. J'invite les gens qui ont des questions à les poser, ou en tout cas à réactiver leur caméra. Allez-y. Peut-être, comment dire, j'avais une question, le temps que les gens se réactivent leur caméra. Vous parlez du chaudron de Gundestrup et vous dites un style du nord de l'Italie. Pour vous, vous êtes assez certain ou ça reste général comme appréciation? Une Destrup?
ouais, le chaudron de Gundestrup, vous avez cité justement, vous trouvez que l'art avait une influence que vous comparez à celui de nord de l'Italie. Oui, si vous voulez, ce qui, je dis que c'est, non, c'est pas qu'il est pas, il est peut-être été fabriqué en nord de l'Italie, puisque le fameux Cernunnos c'est représenté, enfin, on l'appelle pas Cernunnos, c'est représenté, c'est une gravure rupestre dans la vallée, dans une vallée que je ne me souviens plus le nom maintenant, où étaient installés également des Sénons et d'autres tribus celtes. Peut-être que ça les a inspirés, cette fameuse sculpture rupestre, pour pour créer Cernunnos. Et donc, c'est une fabrique, c'est plus une fabrique italienne. Enfin, ça serait d'inspiration de la fois qu'on appelle la Grande Grèce. Parce que, comme je vous ai montré, donc, à côté de Cernunnos, il y a un petit personnage qui chevauche un poisson, un saumon peut-être, plutôt un dauphin, je veux dire, puisque cette représentation, on la retrouve sur des monnaies de ce qu'on appelle la Grande Grèce, qui comprenait également une partie de l'Italie, et sur un vase étrusque. Par contre, j'avais bien enregistré les monnaies grecques, mais j'ai pas réussi à retrouver mon vase étrusque. J'ai pas réussi, je l'avais pas enregistré à l'époque, et je sais pas dans quel ouvrage ou où est-ce que je l'ai vu, mais je suis sûr de l'avoir vu. Excusez-moi la question, c'était j'ai un peu perdu le fil. Je parlais du chaudron de Goutte d'Estrup. Alors, les archéologues, bon, sont assez certains, comment dire, de l'origine. Donc, il a voyagé avant d'arriver au Danemark. Et a Voilà. priori, il aurait été fait en Thrace. Et c'est vrai que l'inspiration, les motifs, en tout cas, c'est des motifs gaulois, de la mythologie gauloise. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que bon, l'influence nord-italienne, je ne sais pas, hein, mais bon, là, je voulais avoir les éléments, justement, c'était intéressant. Bon, je ne sais pas si d'autres personnes sont plus spécialistes de Oui. cette question. Alors, j'ai entendu dire que il y a cette séparation du chaudron, justement, elle est en différentes plaques, Oui, il y en a que, 12, oui. que ça ressemble un peu là à ce que vous avez justement en Belgique, hein, ces vases de semaine. Oui, Ah, j'ai les bien. vases planétaires ou... Les Ouais. vases planétaires, tout à fait. Et donc, on peut imaginer, mais bien sûr, c'est des spéculations, il y a aussi une influence de ce côté-là. Et Pas puis, il y en mal. a d'autres qui ont analysé les métaux employés, et là, bon, mais je ne me rappelle plus exactement quelles conclusions ils en ont tirées. Oui, effectivement, il peut être, puisqu'il y a une plaque, on pourrait ça fait penser à des éléphants aussi également. Il y a des animaux qui pourraient faire penser à des éléphants. Et c'est vrai que les éléphants dans le nord de l'Italie ne devaient pas en avoir beaucoup à cette époque-là. J'ai été Bon, le mais voir au National Museum à Copenhague et comme Bernard Robreau avait fait quelques articles, j'avais contacté Cole Fleming, justement le spécialiste danois du musée. Et bon, il n'a pas répondu et j'ai l'impression que le fait que Robreau, qui connaît bien la mythologie gauloise, apportait ces éléments, tout d'un coup, l'archéologue de l'âge du fer de Scandinave, tout d'un coup, ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait des éléments qu'il était incapable d'apprécier. C'est un peu bête, quoi, parce que a priori, j'en parlais aussi avec Jeanne Warmambol, qui connaît bien les bases planétaires. Alors, il y a bien ce style, mais on n'est pas dans ça, justement. Alors après, justement, je lui en parlais, est-ce que ce serait plutôt une sorte un peu de trophée guerrier avec des symboles de chef guerrier, pourquoi pas? Warmongol me dit non, ce serait rare, on n'en a pas. Donc, ça devrait être des divinités, mais donc Robreau a proposé une interprétation, mais sur les faces extérieures, ça va être assez compliqué encore. On n'est pas dans l'évidence. Oui, enfin, moi, je pense qu'il est arrivé là-bas, c'est plutôt dans le cadre des échanges pour aller chercher en mer Baltique À l'ombre. Hmm. l'ambre. Donc, ça a certainement apporté
Alors, je sais que Alors, Warman Ball avait fait une étude dessus. Bon, lui, il voyait ça avec des migrations de groupes qui étaient assez attestées. Donc, il dit que ça correspondait bien aux dates. On est vraiment dans des phénomènes de migration avec des populations importantes quand même. Et voilà. C'est aussi euh, assez tardif puisqu'il y a l'utilisation d'éperons qui est aussi daté relativement avec exactitude. oui, enfin, j'en reviens à mon chaudron, comme je l'ai montré. Et, et dans la plaque, quand il y a Taranis, là, le personnage qui tourne la roue solaire, il est coiffé d'un casque typiquement de l'âge du bronze du Nord. Hein. Il ressemble, on dirait que ce serait un petit soldat de l'âge du bronze nordique. Hein. Donc il y a un mélange, certainement qu'il y a un mélange de plusieurs affluences celtiques, thraces. Enfin, il y a plusieurs mélanges, à mon avis. Et on Mais peut pas. est-ce qu'on ne pourrait pas partir du principe que comme les plaques, le chaudron de Konostrup est composé de plusieurs plaques, qu'il y ait peut-être plusieurs artistes et plusieurs provenances, les plaques intérieures, les plaques extérieures, est-ce qu'ils sont obligatoirement du même artiste? Ah, non, oui, parce que ouais, enfin, moi, dans un autre, justement, quand je parle de la dernière plaque, le fond du chaudron, là où il y a Ouais. où il y a le taureau, là, c'est plutôt, c'est pas le même artiste, qu'il est trop figuratif par rapport, le taureau est trop figuratif par rapport aux autres plaques qui sont quand même traitées dans un style, ouais, style celtique, parce que le taureau, il est figuratif, trop figuratif pour être exécuté par un artisan celte. Donc, Mais c'est, il y a- oui, je crois que la plaque du fond a été récupérée, enfin pas récupérée, mais disons recyclée Oui. à partir Et d'un peut-être autre. quand même qu'on a inséré ensuite un les. autre, peut-être un autre chaudron à ce moment-là, ouais. Oui, sans doute. Parce que c'est pas du tout la même facture. Hein. Mm. Pour moi, ça me ressemble pas aux autres. Ça s'accorde pas tellement avec aux autres plaques. Bon, La après, façon, les personnages qui sont autour du taureau, ils ressemblent quand même un peu hein, à ce style. Mais je veux dire, les dieux qui sont à l'extérieur oui, les supposés dieux à l'extérieur du chaudron et les plaques plus détaillées à l'intérieur, est-ce que ça pourrait pas être deux endroits différents, deux artistes différents? ça, c'est difficile à savoir. Il Hmm. faudrait faire, oui, des analyses, comme vous dites, du Oui, peut-être. métaux, de chaque plaque, des métaux, savoir exactement d'où il provient, d'où le métal provient. Il y a quand même un ensemble, parce que disons, il y a une harmonie quand même. Il y a une plaque qui manque d'ailleurs, Une plaque qui manque, donc on ne sait pas ce qu'elle mais représente. donc qui est peut-être la clé. La clé Mais de, disons que les plaques intérieures sont toutes un peu narratives et les plaques extérieures beaucoup moins. Et il y a cette relation entre les divinités féminines et les divinités masculines. Et on a les divinités masculines qui sont toutes en lèvent les mains, alors que les divinités féminines, si je me rappelle bien, ne le font pas. Hein, il y a donc il y a une unité quelque part. Il me semble aussi avoir entendu que le chaudron n'a jamais contenu de liquide, que c'était pas un vrai chaudron, mais non, non, parce qu'apparemment, il n'y a pas de trace de soudure, enfin, pas de soudure, c'est pas le mot exactement qui vous conviendrait, mais les plaques, on voit bien qu'elles n'ont pas été assemblées entre elles, quoi. Il n'y a pas de trace de soudure. Enfin, j'appelle ça soudure, mais c'est pas soudure. Euh, bon, on peut imaginer que le chaudron était quelque chose de transportable et que finalement il Démonté. servait à disposer à l'intérieur une outre Voilà. en cuir, par exemple, ou dans un autre, et ouais. que pour remplir justement l'usage du chaudron, mais tout en étant mobile. Voilà. Ou alors peut-être rendu
Pour moi, il s'agit vraiment d'un trophée, hein, ça c'est clair, hein, d'un trophée comme on voit aujourd'hui, qui n'ont pas d'usage justement de libation ou autre. Et c'est vrai que par contre, alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est cette diffusion des thèmes, a priori que les thèmes de la mythologie gauloise soient vraiment connus en traces aussi loin, on est vraiment dans une diffusion très large, c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, j'ai aussi une autre question, si vous me permettez. C'était sur les entrelacs. Vous avez insisté sur les entrelacs pour la irlandais et écossais, et vous ne parlez pas des influences scandinaves, parce qu'a priori, les entrelacs Et, sont concomitants. oui, les Scandinaves, même les Saxons réalisaient de très beaux aussi entre là. Mais Qui a influencé l'autre? Les Scandinaves, les Scandinaves, c'est un peu comme les mêmes que les Mérovingiens. Ce sont souvent des serpents qui s'entrelacent. C'est pas du tout les mêmes motifs. C'est soit un gros serpent qui est entrelacé avec un petit et ainsi de suite. Mais c'est pas des entrelacs fermés comme les entrelacs celtes. Ce sont des entrelacs ouverts comme ceux de mérovingiens. Il n'y a que les entrelacs celtes qui sont fermés, qui n'ont ni début ni fin. Et il y a pas forcément de représentation, c'est simplement souvent des motifs simplement géométriques, tandis que les Scandinaves, c'est souvent des animaux, vous dites des serpents ou autres animaux qui s'entrelacent. Donc je pense que avant l'affluence scandinave, ils avaient déjà réalisé, ils connaissaient l'entrelac bien avant l'influence. Moi, je verrais plutôt une influence des Saxons pour pour les Écossais, enfin pour la Grande-Bretagne, plutôt que scandinave. Oui, j'aurais une question. Moi aussi, vous avez parlé là, plusieurs fois, vous avez dit que le Triskel, finalement, c'était assez tardif. Mais à ce qui me semble, on en trouve pas mal quand même sur les pièces de monnaie, non, des Triskel? Alors, Triskel, d'après Francesca Gruta, le plus vieux, je crois que c'est 7e siècle. Je me souviens bien de la date avant Jésus-Christ. Enfin, le Triskel celtique, hein. Oui. C'est celte, donc il est du 7e siècle. Sinon, il y a eu bien avant, je veux dire, en Afrique, en Afrique même, il y a sur une civilisation qui a disparu, qu'on appelle Cuny, je crois, qui va du sud de la Roumanie, du nord de Roumanie jusqu'à le sud de l'Ukraine. On trouve vers moins 3200 ans aussi des triskells peints sur des poteries. Mm. Et puis, il y a le Grinch, bien sûr. Donc triskel celte, il est plus tardif que beaucoup que ceux d'Afrique, sur le mégalithe de Newgrange. Newgrange, il est de 3200 ans, mais Newgrange, c'est un mégalithe, c'est pas celte. Ouais, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Sur la question, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que vous me disiez, demandez sur le Triskel. Oui, il était beaucoup sur les pièces de monnaie quand même. Ah oui, beaucoup sur les pièces de monnaie, oui, pratiquement de toutes tous les tribus, enfin, pratiquement toutes les tribus l'utilisaient. Comme j'ai dit, c'est un symbole, c'est avant tout un symbole solaire. Donc, il était représenté souvent, souvent, je sais pas, j'ai montré l'exemple, le cheval était associé à la roue solaire, ou même le cheval était associé au triskel aussi. Donc, il représentait bien le soleil. D'accord, merci. Du coup, moi, j'aurais une question. Euh, Votre ouvrage, il est intitulé Arcelt au singulier. Or, du coup, dans toute l'évolution qu'on voit, Oui, euh, j'aurais pu appeler ça euh, Arcel au singulier, au pluriel. il aurait peut-être dû s'appeler Arcelt au pluriel. Mais la question, en fait, derrière, c'est quel est le point commun, le liant dans tout ce que vous avez étudié, du coup, qui pourrait résumer en fait l'art celte selon vous? Ben, Arcel, qu'on pourrait appeler ça, il est complètement différent de l'art grec et romain. C'est un art plutôt imaginatif. Il représente pas, et en général, il représente pas
représente pas la réalité. Il rajoute toujours quelque chose de différent. C'est un art qui se prête à l'imaginaire plus qu'à. C'est pas un art, oui. Même dans les représentations plus ou moins figuratives, il y a toujours possibilité je sais pas, de partir, c'est pas comment expliquer, c'est pas un art figé. Un art grec, c'est une statue, paf, boum, vous voyez la statue, boum, vous partez pas dans l'imaginaire. Tandis qu'avec, je sais pas, bah, par exemple, la statuette de la danseuse de Saint-Sulia, là, moi, je trouve très moderne et est prête à l'imaginaire. Alors que l'art romain et tout, c'est trop figé. Pour moi, c'est un art figé. Moi, j'appelle ça des arts figés. Parce que l'Arcel, c'est un art comme un peu, mais comme il n'écrivait pas, c'est un art qui est toujours en mouvement. J'ai l'impression que c'est un art qui est toujours en mouvement. Un art de mouvement, d'imaginaire. Merci beaucoup. Très joli. Dans les courbes et contre-courbes, dans les courbes, les entrelacs, on peut se balader, je sais pas, voilà, enfin, moi, ce que je pense. Je pense qu'on est assez d'accord, mais du coup, je voulais avoir votre avis. J'aurais une question, c'est est-ce que on peut penser que l'art de l'Athènes, qui quand même a un changement profond, même s'il y a une Oui. continuité, il y a quand même des changements profonds dans l'art celte, est-ce que c'est lié à un mouvement religieux, d'après vous? Parce que c'est lié à un mouvement religieux. Voilà, peut-être, c'est oui, ça pourrait avoir une autre influence. Comme je vous dis, au début, enfin, même, enfin, je vais pas expliquer, mais dans l'art d'Hallstatt, on commence déjà à trouver des petits personnages, les animaux un peu fantastiques, mais en moins grand nombre, mais on en trouve aussi. Par contre, c'est vrai qu'on ne trouve pas d'objets avec des courbes et contre-courbes. C'est souvent des motifs droits. Donc, ça doit être un changement d'esprit quand même pour pouvoir passer justement de la droite à la courbe. Je pense qu'il y a eu un changement d'esprit, peut-être de religieux, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a certainement eu un changement qui a été apporté par peut-être une philosophie, je ne sais pas, mais il y a un changement profond, oui. Mm. J'ai remarqué aussi que dans votre livre, vous ne faites pas forcément division par pays, mais plutôt par époque. Est-ce que c'est parce que vous pensez que les pays ont un art celte qui est à peu près égal dans les mêmes époques ou parce que il fallait bien choisir quelque chose? Euh, En parlant de pays, non, je ne sais pas tellement situer les pays. Oui, parce que il n'y avait pas le port d'Allstatt, toute une région qui était concernée. Donc, il n'y avait pas forcément de. Je pense que c'était le même. Comment il y a pas de distinction à voir entre pays. D'accord, merci. Il n'y a que des distinctions géographiques qu'on peut faire, mais pas à Mm, partir quand on passe des îles au continent. mm. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, mais dans ces cas-là, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. C'était pas une Alors, le question. livre, on peut le trouver où? Comme dirait dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Alors, si vous ne désirez pas vous déplacer, c'est plus disponible aussi sur le site des Caltia Magazine, hein, puisqu'ils ont Un magazine ou directement chez Yoran. Là. ou directement chez Yoran, oui, tout à fait. Je Ah, sais ou pas que quel Kelcha cas. travaille beaucoup avec Guérande, il travaille en direct, je crois, non? Il est très bien, d'après ce que il est très bien distribué. Hein.
Oui, 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 On oui. retrouve un peu dans beaucoup de librairies de français, de France et de Navarre. Vous êtes en Belgique, je pense que vous le trouverez aussi en Belgique, hein. Je ne sais. Ah oui, non, Yoran m'avait confié qu'il avait un éditeur en Belgique, mais faut voir. Je ne l'ai pas vu, moi, personnellement, sur Bruxelles, dans les quelques librairies que je fréquente, enfin, la librairie que je fréquente. Alors, je vais parler pour ma paroisse, mais dans le doute, passer par Kiltia, je m'occuperai de vos commandes personnellement. Ah, très bien, merci. Alors, en sachant que si vous ne désirez pas passer par Internet, il sera aussi disponible au colloque qu'elle tient. Et d'ailleurs, je crois que la SBEC va bientôt un colloque aussi. Est-ce que tu peux en parler, Joël? Oui, c'est le 25 novembre et un instant, tu me laisses quelques secondes que je retrouve l'affiche du colloque pour que je puisse en parler un peu plus correctement. Ce sera les naissances divines. Euh, je cherche hein, l'affiche. Je crois que c'est Walter Alors, et Leclerc donc, qui l'a fait. si vous le désirez, si vous envoyez un petit mail à quelqu'un, je peux emmener les livres s'il n'est pas diffusé en Belgique, hein. Si vous avez des problèmes je peux en emmener deux ou trois, ça ne me coûtera pas grand-chose. Voilà. Voilà. Alors, si tu partages, tu peux me partager l'écran peut-être ou... Euh, Est-ce que tu m'as... oui, vas-y, tu as le droit de partager, toi, non? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Hop, Grosse. je vais voir. Hop, voilà. Et voilà. Donc voilà la fiche. Enfin, bon, c'est pas la fiche finale parce qu'a priori, Alors, c'est il y où avait ça? un problème. Ça se passera à Bruxelles. Donc Bruxelles. c'est Ah, d'accord. conception, naissance, enfance remarquable, dont le mythe et l'épopée, samedi 25 novembre. Donc ça arrive assez tôt. Bon, on aura Alexis Strokebrand, une doctorante qui va parler des naissances équines, Epona et sa suite. Bernard Sergent, que les gens connaissent bien, Abyss et Zarathustra. Oui, Thomas Meurice, Rire divin, Piège et création, Grèce ancienne. Christophe Viel, un professeur de l'UCL, spécialiste du monde indien. Donc, la conception des hérotypes principaux, motifs d'Amphitryon versus motifs de Thétis dans les mythosiques héroïques de l'ère indo-européenne ancienne. Patrice Lajoie, que l'on connaît bien aussi, la conception je de connais, Coroline oui. et ses parallèles eurasiatiques de l'Irlande à la Corée en passant par la Bible. Guillaume Houdard, qui va travailler avec Christian Rose, ils font un double travail, la conception et la naissance de Coroline. Et voilà, donc il y aura des regards comparatistes. Voilà, donc c'est 15 euros. 10 euros pour les membres de la SBEC et 35 pour le buffet. Le 23 mars, on fera un colloque, 2004, le 23 mars, un colloque sur les némétons. Donc là, on aura, mais bon, la fiche n'est pas encore prête, comme le colloque va se passer sur deux journées, le 23 mars en 2024 et 2025. On aura des archéologues qui vont parler un peu des sanctuaires celtes, justement, de l'Ouest européen et des personnes qui ont plus travaillé plutôt sur l'histoire ou sur les némétons, la linguistique. Donc voilà, un domaine aussi qui reste encore à travailler, d'où notre investissement. C'est intéressant, mais c'est un peu loin. Merci, Joël. Ah oui, et bon, malheureusement, on ne fait pas de la visio. Je sais que Keltia a beaucoup investi dans la visio, Non, vous mais faites pas ça, la vidéo, non, alors pour le colloque sur les némétons, oui, je m'en occuperai. Là, j'ai reçu le feu vert pour faire de la visio. Voilà, mais bon. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, François, si tu es encore là, Je suis encore là, Marie. est-ce que tu peux éventuellement nous parler du colloque Keltia? Alors, oui, je peux. Du coup, le 2 décembre, on organise du coup le colloque annuel de Keltien, dont le thème sera la forêt sacrée chez les Celtes. Euh, du coup, on a des intervenants comme Claudine Glo, que vous connaissez certainement, Fabien, bien évidemment. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ces apéros celtiques des AEC, c'est que au final, on arrive à se partager les différentes actualités aussi. Je suis heureux de voir Joël de Lasbeck, Gérard et Marie des AEC, et puis qu'on puisse échanger sur toutes les actualités. C'est vraiment quelque chose de central, qu'on puisse du coup se partager les différentes choses que chacun on organise de notre côté.
Alors, en sachant donc que le colloque qu'elle tient est à Paris, hein, à côté, boulevard Montparnasse. Donc, vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site. L'ASBEC, les renseignements ne sont pas encore dessus, mais je Oui. suppose que ça ne va pas tarder. Alors, en général, c'est la page Facebook est la page la plus réactive. Et après, quand on est certain, je mets ça sur le. Enfin, je Non, non, m'occupe du site pour l'instant, internet, justement. j'ai vérifié. Donc, mais bon, ça ne va pas tarder, je pense. Est-ce Oui, que, on a eu une réunion hier soir, donc on devait confirmer encore que les organisateurs confirmaient bien les invités, l'affiche, etc., ce qui n'était pas encore fini. et est-ce que quelqu'un d'autre a une annonce à faire pour une association auquel il appartiendrait ou pas? À part que je serai présent au Salon du Livre de Bretagne à Carhaix le 28 et 29 octobre prochain. Et donc, si on est en Bretagne, on peut avoir une dédicace. Voilà. Super. Pour l'anecdote, hein, à Carhaix, on ne prononce pas le R, donc la blague, c'est de dire à Carhaix. Ouais, d'accord. Arrête. Bien bon. Du coup, Jean-Pierre, si tu as les éléments, on sera heureux de le relayer sur nos différents Facebook, sites et autres pour annoncer ta dédicace et ta présence au Salon du Livre des Carrés. Donc, je vous envoie les infos, où ça? Vous me les envoyez et je diffuserai. D'accord, je vous Je donnerai envoie. à François et éventuellement à Joël. Voilà. Ce sera D'accord, le très bien. salon, peut-être le stand de Yoran Manner. Oui, oui, ça va être dans le stand de Yoran. Ouais. D'accord, très Ok. bien. Bon, mais il ne me reste plus que vous remercier pour cette très intéressante intervention. Et c'était aussi intéressant justement d'avoir l'avis d'un artiste et non pas d'un archéologue, hein. Justement de voir l'évolution artistique et non pas l'évolution archéologique des ornementations. Gérard, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, je vais finir en mentionnant que la soirée a été enregistrée, et donc la conférence, y compris les questions, et que d'ici quelques semaines, voilà, quand j'aurai 5 minutes, eh bien, je mettrai sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube, et donc à ce moment-là, on communiquera le lien pour y accéder. Très bien. Donc, si les gens sont là, si vous ne recevez pas le lien, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail. Très bien. Voilà. Bien. Ben, je vous Bon, remercie. ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Un Donc, dernier mot? moi, je vous remercie aussi de m'avoir écouté et bonne soirée à vous, à tous. Au revoir et Bonne bonne soirée. soirée. Merci, Au revoir, bonne soirée. merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.